Et maintenant, la question de la guerre en Ukraine s'est imposée à nous depuis le 24 février. Les sons et les images de cette guerre horrible ont réveillé des souvenirs, des traces, comme dit Boris Cyrulnik, qui font partie de notre maintenant. Pour conclure, provisoirement hélas, ce cycle, je vous propose que nous revisitions en compagnie de Colette et Bernard Chaillet les grands thèmes de notre questionnement. Et maintenant, et main tenue, et main tendue. Colette et Bernard Chaillet, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette quête de souvenirs, de traces. Et quand la guerre a commencé, vous étiez des enfants de quel âge ? Moi, j'avais 7 ans au moment de la déclaration de guerre. Et toi, tu avais... J'avais 6 ans. 6 ans, voilà. Donc, tu avais l'âge de raison, Colette. Oui. Oui. Et toi, tu avais 6 ans, Bernard, donc Oui. tu étais au cours préparatoire ? Quelque chose comme ça, mais j'ai des souvenirs précis. Et d'avant la guerre, parce qu'elle n'est pas venue comme ça, la guerre. Il y a eu des alertes. Et ce qui a marqué pour moi le début de la guerre, c'est l'arrivée de gens qui s'étaient fait mitrailler sur les routes, qui sont arrivés à Berthenon, qui est un petit patelin dans le Blayais, où une cousine de ma mère avait un petit château, on peut dire, dans le domaine des vignobles. C'était un bon cru, c'était une exploitation qui marchait. On a vu arriver des gens qui s'étaient fait mitrailler le long des routes. On a vu des voitures, des vieilles bagnoles qui avaient pris des rafales le long des routes. On a vu des gens apeurés, des enfants, des vieilles personnes qui s'étaient fait mitrailler. Je crois me souvenir qu'il y avait quelques blessés, mais c'était des trucs légers. Et ils avaient été accueillis par la cousine de ma mère, qui tenait ce petit château. C'est une femme au cœur large, etc. On leur avait ouvert les chais, on leur avait donné accès évidemment à l'eau, à tout un tas de choses essentielles. Mais moi j'avais été frappé et terrorisé par ce qu'ils nous faisaient voir des traces des mitraillages qu'ils avaient subis. Voilà, première impression de guerre, si tu veux. Des gens victimes de l'exode. Des gens victimes de l'exode qui étaient partis de chez eux, je sais pas où, du nord, de Paris. Je ne me souviens plus d'où ils venaient, mais ils avaient fui sur les routes, comme il y en a eu des milliers. Et là, ils avaient atterri dans la magnifique allée qui était devant le château. C'était un véritable petit château qu'elle avait, la cousine de ma mère, là. Et ils ont été accueillis merveilleusement. J'ai souvenir de gens émus de la façon dont on les accueillait, on leur donnait à boire, on leur donnait à manger dans la mesure de ce qu'il y avait de possible. Voilà. Et j'avais 6 ans. Bien. Donc, cette expérience de l'exode, c'est dans un précédent épisode, Nanou Cholet-Rigolage a parlé des Espagnols aussi, oui, qui arrivaient. Bon, donc ça, c'est une expérience un peu traumatisante pour un Absolument. enfant. Et moi, mon premier contact avec la guerre, c'est après le départ de mon père à l'armée, étant militaire. Il avait fait la guerre de 14 et il a fait celle de 40 dans des conditions tout à fait différentes. Première guerre, c'était les tranchées. La seconde, il commandait la gendarmerie française auprès de l'armée anglaise. Alors ça a été une expérience particulièrement importante pour lui, parce que l'attitude des Anglais, elle n'a pas été ce qu'elle aurait dû être pendant la guerre. Parce que dès que ça a senti le roussi, ils ont fui en abandonnant en France. Ils sont repartis dans leur bateau. Oui, en abandonnant la gendarmerie française, qui n'avait même plus un camion pour se transporter et pour véhiculer. Mon père m'a toujours dit qu'il avait réussi à
pas loué à avoir à réquisitionner un camion rouge, un camion qui est de transport de fromage, de Babybel, genre comme ça, qui était complètement rouge, et il dit pour fuir sur les routes, c'était pas particulièrement recommandé. Pour se faire repérer, c'est idéal. Tu vois, Oui, j'imagine. le drôle et le pas drôle. Alors ça, c'est le drôle et le pas drôle. Chose que vous a apprise la guerre, j'ai l'impression que l'ambivalence, l'expérience des contraires, ça a été vraiment très fort. Cette idée des choses dramatiques et des choses comiques. Oui, absolument. Ça, là-dessus, vous avez des expériences assez... Comme tous ceux de notre âge qui ont vécu, ou beaucoup d'entre eux. Ouais. Mon premier contact avec les troupes allemandes, ça a été leur arrivée dans la ville de Niort, où nous étions réfugiés chez nos grands-parents. Et on sortait de la messe, et il fallait traverser la route pour aller chez nous, chez grand-père et grand-mère. Et au moment de la sortie de la messe, les camions, l'armée allemande est arrivée, et ça n'en finissait pas, et c'était angoissant parce qu'il y avait des camions, il y avait des chars, il y avait... Bon, je me souviens de cette espèce d'angoisse qui nous avait pris en disant, ça s'était très bien passé, il n'y avait eu aucun débordement de l'armée, mais personnellement, ça m'a créé une sensation d'angoisse. Cette impression d'être envahi? D'être envahi par une armée avec, comme j'en avais jamais vu, avec des chars, avec des voitures genre Jeep, mais c'était pas des Jeeps, les Jeeps c'était américain. Et puis c'est tout, parce que les Allemands se sont installés à Niort, il y en a vu, on a rencontré au marché, on a rencontré, etc. Mais il n'y a eu aucun problème à l'époque. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Sauf à la maison où mon grand-père, ancien combattant lui aussi de la guerre, c'est le seul officier survivant de la tranchée des baïonnettes. Et il était terriblement meurtri je dirais presque dans sa chair. La débandade française, des armées françaises et l'arrivée des armées allemandes. Voilà. Impression voisine à Bordeaux, on revient de Château-Berthenon dans un bus, dans un car, puisque mon père n'avait pas de voiture à l'époque. On était tributaires des transports en commun. Il y avait des cars qui assuraient la liaison de Blaye à Bordeaux. On arrive en car à Bordeaux, on est stoppé par une cohorte, une colonne impressionnante de motocyclistes, de motos allemandes. Alors il y avait des motos et des sidecars, mais c'était, dans mon esprit, dans mon souvenir de gamin, c'était énorme, c'était une marée de motos et de sidecars qui stoppent notre car et puis qui passent. Et silence dans le car, les gens étaient frappés de stupeur. J'ai ce souvenir de ça, silence complet. On regardait ça, personne ne disait un mot. Muet de stupéfaction. Parce que ils étaient organisés, les Allemands, ils étaient paf, paf, puis c'était presque tiré au cordeau, les motos qui défilaient. Dans mon souvenir, c'était une organisation magnifique. Ah ben ça aussi. C'était, voilà. Presque un défilé tiré au cordeau. Presque un défilé de 14 juillet. Absolument, presque un défilé de cérémonies, de trucs, de fêtes. Est-ce que vous avez l'impression que ça a modifié votre rapport après avec l'Allemagne, avec les Allemands, avec tout ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été imprégné de ça? Ah, certainement. Moi, certainement, j'ai souvent pensé que l'Allemagne, c'était, on obéissait, le petit doigt sur la couture du pantalon, et puis il y avait quelqu'un qui donnait un ordre, paf, tout le monde suivait, quoi. Une espèce d'impression, si tu veux, de discipline collective qui ne supportait pas d'exception. Voilà. Et tu ressentais de l'admiration ou de la peur? La peur. Je crois que il y avait la trouille, mais d'un autre côté, c'était un exemple,
extraordinaire, compensé par le fait qu'il y a un autre souvenir, c'est des Allemands un peu aigriards qui avaient dû boire dans une rue de Bordeaux, je ne sais plus laquelle, avec des grappes de raisin, et puis ils bouffaient les raisins comme ça. Ils attrapaient les grappes, et c'était pas graine par graine. Ouais. Puis après, ils en foutaient par terre. Bon, ils avaient dû boire un petit peu, cela. Alors, tu vois, c'est contraste. Contraste. C'est Ouais. la vie. Et contraste, ambivalence, mais on revient toujours à ça, les contraires. À la fois l'ordre Oui. et le désordre, Oui. à la fois l'admiration et la peur, Voilà. la répulsion et l'attirance. Oui. Enfin, on est toujours, ça, c'est une confrontation Absolument. à cette ambivalence-là. Quelle est l'expérience de peur que vous retiendriez la plus violente? Les bombardements. Le bombardement de juin 43 à Poitiers et le bombardement d'août, toujours 43, le bombardement des dunes, la trouille intégrale. Ça, c'est les... Il y a eu d'autres moments de crainte, mais bon, quand on était à Bordeaux, je te l'ai dit, à Mérignac, on avait une maison avec un jardin tout en longueur que Colette a connu. Et au bout du jardin, il y avait une école. Et dans la cour de l'école, il y avait une batterie de DCA. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une alerte nocturne, parce que les avions américains, anglais ou je ne sais pas que la DCA crachait. Je ne te raconte pas comment on pouvait dormir, nous, à 60 ou 70 mètres, hein, avec la batterie de DCA qui Avec crachait. la peur en plus. Bon, puis la peur en plus, la peur. Alors c'était joli parce qu'il y avait des flammes, des trucs, machin, partout. Une fois de plus, l'ambivalence, c'était magnifique et c'était horrible. Oui, c'était horrible, exact. Oui, ça c'est vraiment des expériences qui vous ont structuré, si je puis dire. Absolument, structuré. Et je perdrai le souvenir de trucs de la semaine dernière, de choses qu'on m'a dites, ou de gens que j'ai rencontrés. Mais ça, c'est gravé jusqu'à mon dernier jour. À vitam Ah oui, aeternam. mais moi aussi. Ces chars défilant devant la porte de l'église, c'était impressionnant, quoi, le moins qu'on puisse dire. Et il y avait cette notion de peur parce qu'on savait que papa était à la guerre, on était sans nouvelles les uns des autres, bien sûr, et que les armées étaient en déroute. Où était-il? On ne savait pas. L'arrivée d'une lettre papa, c'était une grande joie. Bah, j'imagine, oui. Hein, bon, ça y est, il est trop mal, ils ne sont pas bombardés, voilà. Donc, dans les expériences qui vous ont construites, il y a aussi l'expérience de privation de nourriture. Absolument. Mais qui est arrivé beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard parce que au début, c'était les jeunes Allemands qui étaient ces jeunes soldats qui avaient faim, qui trouvaient un pays de cocagne. Et j'ai vu dans le marché de Niort un jeune Allemand avec une plaque de beurre, grosse ou petite, je ne m'en souviens pas, en train de la manger sans pain, sans rien, comme ça, que le beurre. Comme il mangeait un biscuit. Comme il aurait mangé un biscuit. Il faut dire qu'en Allemagne, ils étaient à l'époque privés de... Malnutri. Oui, malnutris, voilà. Cette privation et privation pour les vêtements, ça a été là. Les chaussures à semelle de bois. Vous avez connu. Moi, j'en ai pas Ah oui, porté, oui. parce que ma sœur aînée avait encore des chaussures qui étaient trop petites pour elle, et je les ai portées pendant la guerre. Moi, j'en ai porté des chaussures à semelle de bois. Et des chaussures à semelle de bois, ma sœur en portait, moi pas. J'en ai J'étais porté, moi. privilégiée pour ça. J'en ai porté. Douloureux de ça ou c'est. C'était très inconfortable. Douloureux, c'est pas le mot. Parce que tu sais, quand on est gamin, on serait capable de marcher pieds nus. Mais inconfortable. C'est dur. Il faut mettre des semelles à l'intérieur. Et le contact avec le sol, c'était pas tac, tac. Puis alors, je ne raconte pas le boucan dans la cour du lycée. Le boucan de toute une ribambelle de gamins qui marchent et qui galopent. Tout le monde était
à la même enseigne, on peut dire que Oui. vous aviez l'impression d'une espèce d'égalité sociale, de nivellement social, ou est-ce que à l'intérieur de cette situation très particulière de manque, il y avait des gens que vous connaissiez comme étant favorisés? Je n'ai pas souvenir. Je pense que beaucoup de ceux qui étaient favorisés, soit qu'ils étaient collaborateurs avec les Allemands ou quoi, je crois qu'ils se camouflaient, ils se cachaient. Si tu veux, j'ai pas des petits copains, par exemple, bouffant, sortant des, je sais pas moi, des gâteaux ou des trucs à la récréation. Non, j'ai pas souvenir de ça. Et quant aux fringues, c'est pareil, je pense C'était différent, mais on était tous logés à la même enseigne. que... Je me souviens très bien, j'étais fille, ça se faisait les capes, et grises, qui avaient été faites dans une couverture. Mais j'étais drôlement fière parce que il faisait beau, j'avais chaud à l'intérieur. Ça dans les années 42, 43. Hein. Bon, j'ai eu des photos depuis, c'était pas très élégant, hein, même pour une gosse de 8 ans. Mais on était tous pareils. Je portais aussi un imperméable fait dans un parachute anglais ou américain. Alors c'est en toile jaune, et je sais pas où mes parents avaient récupéré ça, et on nous a fait des imperméables là-dedans. C'était spécial. C'est classe, des imperméables en toile de En parachute. toile de parachute, c'est pas mal. C'est ça. Mais bon, les pullovers, aux 3 pullovers, on en refaisait un, on détricotait, on faisait des pois magnifiques, on faisait du jacquard, on faisait des jolies choses, et nos mères savaient faire. Mais bon, c'était pas gênant pour nous, ça n'a rien à voir. Ce côté débrouille, ce côté on faisait du savon, on faisait des choses comme ça, ce côté débrouille, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous avez gardé de cette époque-là? Le sens de l'économie. On s'en est peut-être un peu défait parce que bon, on s'est mis un peu au confort. C'est tellement vieux tout ça. On s'est laissé gangréner d'une certaine manière par le confort. Mais longtemps, on a eu un sens de l'économie. On ne s'autorisait pas à gaspiller les choses. Il restait un petit bout de beurre de rien du tout. Eh ben, on l'utilisait jusqu'au bout, même s'il finissait par être plus très frais, tu vois. On a, je pense que tu es d'accord, on a gardé un sens de l'économie, des choses qui, du moment que c'est bon pour la nourriture, eh ben, on ne va pas le gaspiller, on va pas ou en faire un usage démesuré, tu vois, en mettre trop. Non. Et puis dans des cas comme ça, on devient très débrouillard. Je me souviens qu'on allait cueillir des feuilles de lierre que l'on faisait bouillir. Quand tu fais bouillir les feuilles de lierre, ça mousse. Et on lavait les pullovers dans cette eau. Ils étaient impeccablement propres. Ah bon? Qui aurait idée à l'heure actuelle de faire bouillir des feuilles de lierre? Bon, ça j'ignorais complètement. À Bordeaux, mon père avait des collègues qui lui avaient donné, à plusieurs reprises, ça s'est produit ça, des petits lapins. Des petits lapins. Alors, comme on avait un jardin avec de l'herbe, on nourrissait les petits lapins. On avait une technique, on avait des cajots renversés. On mettait les petits lapins dessous, puis on les déplaçait, tu vois. Oui, je vois très bien. Quand l'herbe avait été bouffée ici, hop, on les mettait à côté. Et puis après, mon père tuait, quand les lapins étaient un peu plus gros, il attrapait par les pattes, il assommait. Hein? Et ma petite mère, Dieu sait la pauvre chérie qu'elle a fait ça, pour ses enfants, arracher l'œil, enlever l'œil et enseigner le lapin. Pour que ma petite mère Réussisse à faire ça. C'était la douceur. Elle a dû C'était parce qu'il fallait nous nourrir, tu vois. C'était vraiment un sacrifice extraordinaire pour elle. Oh oui, voilà. C'était même certainement très dur pour elle. C'était très très dur pour elle. Bon, ben elle le faisait parce que il fallait le faire. Bon, donc vous avez intégré qui font que vous êtes aussi les belles personnes que vous êtes maintenant. Donc, je ne sais pas, les belles personnes, donc, je ne sais pas. Alors, ma deuxième question, c'est sur les mains tenues. Vous êtes accrochés, appuyés, qui vous ont soutenu. Et il y a un personnage, il me semble, qui
qui domine cette question, à qui vous aviez la plus totale confiance, le plus total respect, le plus total besoin. C'était le père, le père, et la mère. Mon père et ma mère, je les associe tous les deux. Pour moi, on est passé au travers de tout ça. Moi, j'étais au milieu, tu vois. J'avais un frère plus vieux, un frère plus jeune. Et grosse solidarité entre frangins. Et puis alors, j'ai le souvenir qu'on a été protégés, défendus, réconfortés, tout ce que tu peux imaginer par les parents. Je peux dire la même chose. La même chose. Ouais. Ouais. Il y avait entre nos parents une énorme solidarité entre eux. Oui. Et ça retombait sur nous. Et on peut Et dire ça vous donnait de la sécurité. Et moi, j'ai le souvenir, si tu veux, qu'ils ont fait un boulot de protection, d'éducation, de sauvegarde de tout ce qui est essentiel. J'ai l'impression que ça a été un rempart magnifique contre les saloperies de la guerre. Et c'est mes parents, moi. Il faut dire aussi que pour tous les deux, nous n'avons pas de la même façon. Parce que, enfants de fonctionnaires militaires, etc., nous, on déménageait tous les 4 ans à peu près. Et dans certaines villes où nous étions, c'était les villes les plus petites, bon, chez nous c'était Châteauroux, toi c'était Poitiers, on avait à manger, on trouvait. Parce qu'on prenait les vélos et on allait à 10 km, il y avait des fermes et on ramenait un poulet, et on ramenait des légumes et on ramenait des tas de choses. Mais l'expérience la plus dure, tu l'as vécue à Bordeaux, Oui. et moi je l'ai vécue à Nancy, où là c'était des grosses villes et le ravitaillement y était très difficile. Mais oui. Pour toi, Bernard, il y a eu un autre personnage quand même qui a joué un rôle tutélaire, qui était vraiment une main tenue, que tu as tenu fort. C'était... Son oncle. Oui. C'était ton oncle. Oui. Et alors ça... Oui, mais c'est hors la guerre, c'est avant la guerre, mon oncle, parce que c'était pas pendant... mais non, c'est pas... Quand j'ai vécu à Lourdes, avec mon frère Pierre et puis mes cousins, et c'était avant la guerre. Oui, mais ce qui est arrivé à ton oncle pendant la guerre, tu l'as vécu, et tes frères l'ont vécu avec toi de façon très difficile, parce que vous aviez réussi à créer avec cet oncle un lien très fort. Absolument. Cet oncle et cette tante, un lien très fort, puisque ils vous avaient servi de mère, mais on ne se voyait, parents. On se voyait presque plus, parce que c'était pas... Lourdes était en zone occupée ou libre, je ne sais plus. Après 43, oui, c'était après souvent 43, occupé partout. Après 43. Et puis mon oncle a été déporté. Ma tante Jeanne est morte en 43, hein. Donc ils ont été déportés très tôt. Je ne me souviens plus les dates, mais ils ont été déportés très tôt. Parce qu'ils ont été dénoncés, machin, bref. Bon, ça fait partie des images, pour toi aussi, des images de Juste. Dans les mains tenues, est-ce que vous voyez d'autres personnes, outre les parents, les oncles et tantes? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été pour vous, pendant cette période-là, des figures de référence? Les grands-parents. Ah oui, le rôle des grands-parents. Le rôle des grands-parents. Oui. Et on correspondait par des cartes de correspondance. J'en ai gardé dans les souvenirs ici. J'y garde précieusement. J'ai fait un livre avec pour que les enfants sachent ce que c'est. Et sur lequel on remplissait des trous où je vais bien, où je vais moins bien. J'ai été malade ou j'ai pas été malade. On vous embrasse. C'était extrêmement court. On ne pouvait pas mettre ce qu'on voulait. Mais il y avait quand même un lien. Et puis après, mon grand-père étant très malade, puisqu'il est mort d'un cancer, mon père avait réussi à les faire rapatrier près de nous, ils ont vécu près de nous, ce qui était de mes autres grands-parents. Et est-ce que vous voyez d'autres figures Une année à Niort en 39-40, ensuite une année à Châteauroux, ensuite une année où j'étais malade, où je n'allais pas du tout à l'école, et puis après je me suis retrouvée à Nancy, etc. J'ai eu
une enfance scolaire assez chaotique, D'accord, comme mes camarades d'ailleurs. d'accord. Moi, j'étais enfant de chœur à Saint-Augustin, à Bordeaux, où j'avais 10 ans. Donc, comme C'était enfant. plus des devoirs pour vous que de la... Oui, 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 oui. Oh non, mais non, il y avait une bonne ambiance. C'était relativement sympa. On avait des copains dans les enfants de chœur. C'était pas... On ne se recevait pas les uns les autres à l'époque. Tu sais comment c'était. Hein. On n'allait pas dans la maison, le couvre-feu, machin. Bon, c'était compliqué quand même. Hein. C'était compliqué. Rien qu'à l'école, c'était compliqué quand il y avait une alerte. Comme tous les enfants du monde, les Américains, pendant une tuerie, se mettent sous leur table. Oui, oui. Et ça nous est arrivé souvent parce qu'il y avait pas mal d'alertes. Il y avait des fausses alertes, mais c'était pareil. Il fallait le toc sous les tables. Et l'idée de la collaboration, c'était une idée qui vous habitait ou que vous aviez en tête, il pouvait y avoir des gens qui trahissaient, etc. Mais En tant que petit, tu l'avais je fait. pense que les parents gardaient ça pour eux. Donc ça rentrait pas dans le monde des enfants. Non, non, ils Ça nous ne en rentrait parlent. pas dans le monde des enfants, c'est Après rentré... la guerre, oui. Voilà, c'est rentré après la guerre. Mon premier... Quand on est revenu donc de ce village où nous étions réfugiés, en arrivant dans Nancy, des attroupements autour de femmes que l'on tondait. Et ça a été mon premier contact avec un dégoût absolu on fait pas ça à un autre être humain. Puis la colère populaire, Et c'était de colère, une basse parce que ça avait colère, fait ces pauvres filles. colère Elles étaient dégueulasse. couchées avec des Allemands, et puis après. Et puis en plus, on pense que les gens qui s'érigeaient ont juste exposés à pactiser avec l'ennemi, avec l'occupant, et puis du jour au lendemain, ils se faisaient une vertu. Exemple comme ça. Je sais que mon père était horrifié parce qu'il a connu qui plastronnait et se faisait valoir comme résistant de la première heure, alors que mon père les avait connus, fricotant avec les Allemands, et puis participant à des trafics, etc. Bon. Il y a eu, tu sais, ça a été le règne de bande de salauds. Bien sûr. Et puis on avait quand même les oreilles qui traînaient. Voilà. Papa disant, au premier souvenir, le matin, la Saint-Pierre-des-Corps a encore été bombardée cette nuit. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, Saint-Pierre-des-Corps? Avant de réaliser que c'était un nœud ferroviaire, mais j'ai mis des mois. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Oui. Et tous les matins, ou presque, Saint-Pierre-des-Corps a encore été bombardé. Eh oui. C'est le propre des enfants de trouver des sens à quelque chose. Côté drôle et côté angoissant. Bien sûr. Bien sûr. Et pour finir, ma troisième question, c'est « et mains tendues ». Est-ce que vous avez vu des exemples de mains tendues? Par exemple, dans mes rencontres, Hélène Trocmé-Fabre, qui a passé la guerre à écrire à son père. Je trouve que c'est un bel exemple de main tendue. Elle a tendu la main à son père, elle lui a envoyé des lettres pour ne pas qu'il s'ennuie. Elle a répété tout le temps sa préoccupation, c'est pourvu que mon petit papa, il ne s'ennuie pas. C'est beau. Et donc, elle lui a envoyé des lettres presque tous les jours avec une adresse qui était une adresse militaire, c'est-à-dire une adresse sans géolocalisation. Absolument. C'était que des codes. Et donc, il fallait faire confiance au système pour que cette lettre parvienne à destination. Bon, enfin, est-ce que vous avez vu est-ce que vous gardez en mémoire d'exemples de mains tendues, vous auriez pu tendre, vous, enfant, ou que vous avez vu des adultes tendre? Si on peut assimiler ça à une marée, petit château Berthenon, là, dans le vignoble Blayais, quand des gens qui fuyaient sur les routes, j'en ai parlé de ces gens, qu'elle a accueillis dans la double allée de la propriété, là, devant le château, des gens qui avaient été mitraillés, il y avait des gamins et tout. Elle a ouvert les chais, elle a ouvert tout. Bon. C'est comparable à... Elle leur a donné à manger, à boire, et puis bon. C'est comparable à ce que font, j'ai vu sur le journal le visage, de San Soul qui a accueilli un car
Oui. Un quart c'est une d'Ukrainiens belle main sont tendue, arrivés. Aux informations, je ne sais plus lequel genre, on les a vus se prendre les uns dans les autres. Tout le monde est ému dans des cas comme ça. Voilà. Bon. Hein Ben, c'est une belle conclusion. On finit par l'évocation des Ukrainiens. C'est très bien. C'est très bien. Cette main tendue, elle est plus que jamais nécessaire, Absolument. indispensable. Absolument. Et des mains tendues, il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu. Même à titre officiel, moi je peux dire qu'à Châteauroux, il y avait tout ce qu'il fallait comme papier. On était juste sur la ligne de démarcation. Il y avait tout ce qu'il fallait à la gendarmerie sur papier pour que les gens qui arrivaient, qui avaient besoin de passer, ils étaient aidés. Ils étaient aidés. C'est avec le témoignage de Colette et Bernard Chaillet que va s'achever la thématique et maintenant la guerre. Un grand merci à mes autres témoins, Annick Beignet-Péan, Nanouche Les-Rigolages et Hélène Trocmé-Fabre. L'authenticité de leurs paroles nous a permis de mieux comprendre ce que c'était qu'avoir 7 ans en pleine guerre mondiale. Et maintenant, nous allons continuer à nous interroger sur les différentes façons de répondre à la question, et maintenant, à tous les âges de la vie. Patrice Marcadet vous souhaite une bonne semaine et vous dit à bientôt. Likez ce podcast, abonnez-vous à la newsletter. Et la citation du jour, Épictète disait « L'homme est intelligent parce qu'il a une main ». Et on en pourrait ajouter « main tendue ». Maintenu, maintenant.